Donc, quand on a préparé le thème avec Martine et Anouchka, on s'est dit quand même sur les grandes figures du climat, il est important de rappeler qu'il quand même il y a eu des femmes et que malheureusement ces femmes ont été souvent oubliées dans les sciences de l'atmosphère et pour plusieurs raisons. Donc ici, alors j'ai la chance d'avoir Jeanne Paillefer avec moi qui va pouvoir nous expliquer un peu pourquoi elles ont été oubliées. Mais on trouvait ça important. En fait, j'ai oublié de dire que dans le cadre de Météo France où je travaille, je suis la référente égalité professionnelle. Donc j'ai été nommée à ce poste au 1er janvier 2022 et ma directrice, qui est une directrice, a dit pour le 8 mars, j'aimerais bien qu'on fasse un zoom sur les femmes qui ont travaillé à Météo France et qui ont voilà. Du coup, j'ai fait ça très très vite et on a fait quelque chose qu'on a publié sur le site internet sur les femmes oubliées dans l'histoire des sciences. Et puis, ça m'a donné envie quand même d'en reparler parce que je trouvais que je n'étais pas allée assez au fond du sujet. Et j'ai découvert finalement plein de choses que je vais essayer de vous transmettre. Donc déjà, l'effet Mathilda. Donc, je donne la définition, hein, parce que pour moi, Mathilda, c'était un roman de Roald Dahl. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est le déni, la spoliation ou la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. Donc, c'est une historienne des sciences américaine qui s'appelle Margaret Rossiter et qui a choisi ce nom en hommage à une féministe qui s'appelle Mathilda Jocelyn Cage. Voilà. Donc, si on commence pas dans l'Antiquité, mais enfin dans la fin de l'Antiquité, je ne sais pas quelle date c'est, 360-415. En tout cas, c'est à la fin de l'Empire romain. Donc, on parle d'Hypatie d'Alexandrie. Elle est devenue très à la mode. Il y a eu un gros film sur elle, Agora. Qui est un film un peu hollywoodien. Mais le fait est qu'elle a beaucoup inspiré au XVIIIe siècle. Alors, pour plusieurs raisons. Pas forcément parce qu'elle était une femme, mais surtout les conditions de sa mort, puisqu'en fait, elle a été massacrée. Et en fait, on lui reprochait plein de choses, dont être une femme, se mêler de science, se mêler de politique, se mêler de philosophie. Et on a très peu de témoignages d'elle. On sait qu'elle vivait à Alexandrie. Et son œuvre scientifique a été décrite. Elle a été identifiée dans la Souda et dans l'encyclopédie de d'Alembert au XVIIIe siècle. Si elle est revenue à la mode au XVIIIe siècle, c'est aussi parce que c'était quelque part une opposition entre la religion qui censure, qui empêche les sciences d'avancer, et puis celles qui veulent au contraire que les sciences progressent. Du coup, elle a beaucoup inspiré les peintres aussi. On a beaucoup de tableaux qui la représentent. Et l'article Wikipédia est très riche. Et il a eu le label qualité. Je sais pas ce que ça veut dire. Comme moi, le film Agora m'avait pas spécialement plu, mais je trouve que c'est un personnage intéressant. Après, on en a eu d'autres. Hein. Donc, j'ai nommé Sophie Brahe. Donc, c'est la fameuse sœur de Tycho Brahe. Et en fait, elle a travaillé avec son frère, mais elle a surtout été botaniste et elle s'est passionnée donc pour la botanique, les plantes. Et puis, elle a aussi travaillé sur la pierre philosophale. Donc, à voir. Elle a eu une histoire aussi un peu tragique. Donc après, j'en ai mis d'autres pour vous montrer qu'en fait, c'est tout un parcours que tout au long des siècles, il y a eu des femmes qui se sont intéressées aux sciences et que c'était pas forcément bien vu. Donc voilà, Marie Kunitz, qui est l'autrice d'un ouvrage qui s'appelle Urania Propizia, et elle s'était intéressée à l'astronomie. Et bizarrement, on verra qu'il y a eu beaucoup de femmes dans l'astronomie. Après, Elena Cornaro Piscopia, donc elle était très forte en géométrie et c'est la première femme à obtenir un doctorat de philosophie à l'université de Padoue, même si elle n'a jamais enseigné. Et on arrive à Émilie du Châtelet,
qui est un peu comme Marie Curie au XXe. En fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de toutes les femmes scientifiques. Donc moi, alors là, j'ai fait un parti pris. Hein. Je vous montre la photo et puis un de ces sujets de recherche. Donc pour moi, quand j'ai regardé la gare des Michards dans lequel j'ai appris le français, pour moi, c'était la dame qui avait hébergé Voltaire dans son château de Cirey, de manière très pudique, hein, c'est raconté. Et puis, on nous avait dit aussi que c'était une femme qui s'était intéressée à l'enseignement des sciences, voilà, mais que c'était surtout une traductrice des sciences. Et quand j'ai envoyé mon invitation à Jeanne Pfeiffer, elle m'a dit mais non, pas du tout, elle est beaucoup plus que cela. Du coup, j'ai lu beaucoup de livres sur elle et effectivement, elle était beaucoup plus que cela. Donc elle a traduit Newton, bien sûr, mais elle n'a pas fait que le traduire, elle l'a questionné, elle a remis en cause certaines de ses affirmations. En particulier, elle lui a posé des questions sur le fait que, sur l'inclinaison de l'axe de la Terre. Est-ce qu'il pourrait ne pas être constant? Elle a, alors là, ça devient un peu compliqué, mais elle a permis l'application des apports de Leibniz, donc c'était un peu différent, et aux découvertes newtoniennes. Donc elle a posé les problèmes de manière très analytique. Et ça, c'était une grosse avancée. Donc en fait, elle doit se faire passer pour un homme pour concourir au prix de l'Académie des sciences. Donc en fait, c'est un discours sur le feu. Et Voltaire répond et elle répond. Et puis il y a 3 autres mathématiciens très célèbres qui ont répondu, dont Euler. Et finalement, donc elle ne gagne pas le prix. Mais Voltaire va se démener pour que leurs 2 contributions soient publiées. Et donc finalement, elle devient la première femme à être publiée à l'Académie des sciences, dans le compte-rendu de l'Académie. Bon, après, elle avait un professeur de mathématiques qui s'appelait Koenig, et qui, effectivement, pour le coup de la spoliation, en fait, ils se sont un peu disputés sur certains écrits. Lui disait que c'était lui qui avait écrit ça, et elle disait non, c'est moi qui ai écrit ça. Donc il y a eu quand même toute une dispute autour de ça. Et puis ce qu'on peut dire aussi, donc évidemment les instructions de physique, qui étaient un moyen, en fait elle les dédiait à son fils, mais qui était un moyen plus ou moins déguisé de publier un livre, puisqu'en fait une femme, ça se faisait pas, une femme qui enseignait les sciences, ça paraissait vraiment pas normal. Là je sais pas si c'est vrai, mais ça se faisait pas. Et puis après, elle a eu 4 enfants, dont 2, une fille qu'elle a mariée très jeune et à qui elle n'a peut-être pas enseigné les sciences, non. Et un fils qui n'était pas réputé pour son très bon caractère non plus et qui a été guillotiné à la Révolution. Et après, elle a eu d'autres enfants qui sont morts petits. Donc quand elle est décédée, suite à un accouchement. Et on peut quand même que sourire devant la phrase de Voltaire: j'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avait de défaut que d'être une femme, en sachant que c'était quand même sa maîtresse pendant une dizaine d'années. Bon, ça laisse quand même sceptique sur la misogynie qui régnait quand même sur ce sujet au XVIIIe. Bon, il y a eu Maupertuis qui était aussi un de ses amants. Et donc, voilà. Elle n'a eu de maître que son génie et son application à s'instruire, donc Euler qui l'admirait. Par contre, quand on regarde les critiques des femmes sur elle, les femmes l'aimaient pas. Elle l'a trouvée homasse, elle l'a trouvée, c'est une poissonnière, elle crie, elle était très coquette, paraît-il. Elle aimait beaucoup le théâtre, se divertir. Elle est très mœurs de libre, elle a eu plein d'amants. Enfin plein, elle en a eu au moins 6 reconnus. Et voilà. Et puis les hommes de pouvoir ne l'aimaient pas non plus. En particulier, on a des écrits au vitriol de Frédéric II de Prusse qui l'a détesté. Donc après, je passe à Claudine Picardé. Donc Claudine Picardé, c'est une femme. Alors là, on ne sait pas vraiment si c'est elle. Donc elle est intéressante parce que elle s'est mariée avec un magistrat et elle vivait à Dijon. Elle fréquentait les scientifiques de l'époque, dont un certain Guiton de Morveau, qui était un ami de Lavoisier et donc qui est devenu
probablement son amant, et qui lui a demandé de faire des observations météorologiques pour le compte de Lavoisier. Et donc, il lui a fourni les instruments. Et on sait que le couple Lavoisier s'est rendu chez les Picardais à l'occasion des nombreux voyages qu'il faisait. En fait, quand Lavoisier se déplaçait, il a emmené aussi des instruments météorologiques pour faire des mesures systématiques. C'était sa femme qui les faisait. Mais Lavoisier aurait discuté. Moi, j'ai pas toutes les sources là-dessus, mais ce qui est raconté, aurait discuté de ces fameuses règles pour prédire le changement de temps, en disant qu'il lui pensait qu'il était nécessaire de réunir des observations régulières, hygrométriques, baromètre, pression et direction du vent. Et effectivement, on a, nous, à notre bibliothèque, le livre où il y a les 7 règles pour prévoir les changements de temps. Donc ça, c'est assez nouveau parce que je ne pensais pas qu'au XVIIIe, on s'intéressait déjà à la prévision météorologique. Je pensais qu'on s'était beaucoup occupé de climat, mais pas beaucoup de prévision météorologique. Donc, à la mort de Picardet, elle est partie à Paris, elle a épousé Guiton de Morveau, et en fait, la météorologie, ça l'intéressait pas plus que ça. Et elle s'est beaucoup consacrée à la minéralogie et elle a publié régulièrement dans les annales de chimie. Et ce qui est intéressant par rapport à Marianne Lavoisier, par exemple, c'est que elle, même à la mort de son mari ou quand Guiton de Morveau est mort, elle n'a jamais cessé de publier, en fait, et d'échanger avec les scientifiques de toute l'époque. Alors elle parlait, je sais plus combien de langues, elle parlait le suédois, elle parlait... D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a frappée dans toutes ces femmes du XVIIIe, elles parlaient beaucoup de langues. Elles étaient... Du coup, je me suis demandé si elles avaient une éducation particulière sur les langues ou pas. En tout cas, elle fait partie des femmes chimistes oubliées dans un livre anglais qui est paru en 2001. Donc après, évidemment, on a Marianne Lavoisier. Donc, je la traite pas. Il y a eu plein d'écrits sur elle. En fait, pour moi, c'est pas vraiment une scientifique. Elle a accompagné son mari dans toutes ses expériences. Elle a fait des dessins. Forcément, elle s'est intéressée à la science. Mais est-ce qu'elle a vraiment été une scientifique Mais en tout cas, pure et dure. À la fin, quand son mari est guillotiné, donc elle a un sort tragique, hein. À la Révolution, elle est emprisonnée. Enfin, elle se démène pour faire délivrer son mari. Elle est emprisonnée, etc. et tout. Elle essaye après de reconstruire un salon de sciences, etc. Elle se marie avec. Enfin bon, elle a une manière d'écrire qui est très particulière et qui est. Elle se considère toujours comme une petite fille. Il faut dire qu'elle s'est mariée très jeune. Elle avait 14 ans. Et elle sortait juste de son couvent, en fait. Et puis, elle était très douée pour le dessin. Et du coup, elle a beaucoup dessiné les expériences de son mari. Après, là, je fais un petit clin d'œil à la revue 18e dans laquelle Anouchka a publié, parce qu'il y a tout un article sur Joséphine de Lorraine. Donc, Joséphine de Lorraine aussi, ça, c'est la grande aristocratie, pour le coup, c'est une princesse. Donc, qui est mariée... alors, je sais plus à qui elle est mariée. En tout cas, elle vit à Turin. Et en tant qu'aristocrate, elle ne peut pas du tout faire de science. Ça ne se fait pas. Du coup, elle va constituer une bibliothèque. Elle va faire venir à la cour beaucoup de scientifiques. Et elle va utiliser un petit peu ce qu'a fait Émilie du Châtelet, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'écrire. Elle a envie d'écrire. Et on va trouver des manuscrits d'elle, des ébauches de cours de mathématiques qui sont dédiés à son fils ou des institutions préliminaires de physique. Comme si c'était finalement un moyen pour ces femmes de pouvoir écrire sur la science, puisque ça ne leur était pas autorisé. Alors, on raconte aussi qu'elle avait un lien avec Maria Gaetana Agnesi, qui était une scientifique italienne, une des premières à avoir un doctorat. Après, moi, je trouve que les dates correspondent pas vraiment. Mais ça, c'était sorti de l'article de la revue du 18e. Après, on en a eu d'autres, hein. Ça a continué. Donc, Sophie Germain, celle-là, c'est la plus étonnante, puisqu'en fait, ses parents n'étaient pas forcément favorables à ce qu'elle étudie les mathématiques.
Ils ont essayé de l'empêcher d'étudier les mathématiques et puis finalement, ils ont été obligés de s'incliner et elle a réussi à obtenir les cours de l'X et elle a échangé avec les professeurs, mais sous le nom justement de Monsieur Leblanc. Et la supercherie, en fait, à un moment, ils trouvaient que c'était tellement super ce qu'elle racontait que ils ont voulu la connaître et ils ont découvert que c'était une femme. Mais ils ont continué à échanger avec elle, ils la rencontraient, mais ils lui disaient, mais quand même, pour publier, il faut mieux publier sous le nom de Monsieur Leblanc. Parce que sinon, vous ne serez pas lu. Et alors, cette femme est encore plus intéressante pour nous, puisqu'en fait, elle a travaillé, ses derniers travaux, c'était sur les surfaces vibrantes. Donc, en fait, c'était le début de la mécanique des fluides, et donc, en fait, elle aurait inspiré, d'ailleurs, il le reconnaît lui-même, Henri Navier, qui travaillait sur les équations météorologiques dont on a parlé à la première séance. Et en fait, il a beaucoup utilisé son travail à elle. Sinon, on a des astronomes, donc Caroline Herschel, Marie Sommerville. Donc Caroline Herschel, intéressante parce que c'est la première femme qui est payée pour faire des sciences. Et Marie Sommerville, donc c'est sa contemporaine, pas tout à fait, mais voilà, elles sont toutes les deux nommées en même temps à la Royal Astronomical Academy. Alors après, on a 3 astronomes qui ont changé notre façon de voir l'univers, toujours sur l'univers. Donc vous avez Henrietta Swan-Leavitt. Donc elle aussi, elle s'est bien fait spolier son travail. Mais on l'a réhabilitée et d'ailleurs il y a une loi de Leavitt. Et elle travaillait à Harvard. Pareil, Cecilia Payne, qui a travaillé sur les étoiles et qui a dit que, en fait, elle s'est fâchée avec son directeur de thèse en disant non, mais les étoiles, c'est pas du tout ce que vous nous racontez, c'est beaucoup plus simple que vous n'imaginez, etc. et tout. Et finalement, 10 ans après, son directeur de thèse, qui était Russell, s'est approprié ses idées. Et elle a quand même été reconnue puisqu'elle a été la première femme à diriger le département d'astronomie d'Harvard. Et puis Vera Rubin, qui est la première femme à diriger un observatoire en Californie et qui a travaillé sur la matière noire. Non, que sur l'astronomie. Et puis alors, on arrive à la météorologie. Donc Joanne Simpson, c'est la première femme docteur en météorologie. Donc là, vous voyez que en fait, elle travaille sur des cartes météorologiques. Et son sujet de prédilection, c'était les cyclones. Et elle fait beaucoup de mesures en avion sur les cyclones. Et en particulier sur le développement des cyclones quand ils touchent la Terre. Elle a développé le premier modèle de simulation de la vie d'un nuage. Donc ça a été la première femme à obtenir un doctorat en météorologie aux USA. Ça a été la première femme à être élue présidente de l'American Meteorological Society et aussi la première femme à recevoir le prix de l'Organisation mondiale de la météorologie en 2002. Donc voilà. Après là, c'était juste pour le plaisir. Hein. C'est Katherine Johnson, vous savez, c'est de la femme noire. Donc il y a eu plein de films, il y a eu plein de livres même qui sont sortis sur elle. Sur la manière dont, finalement, le double handicap d'être aux États-Unis, une femme noire et passionnée de sciences. Et donc, elle a été, voilà, il y a tellement eu de choses racontées sur elle que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on la voit bien dans les films d'archives où elle est dans la salle où ils ont envoyé Apollo 11, en fait, elle recalculait tout. Et les gens lui faisaient une confiance absolue. Et donc, elle travaillait dans un laboratoire en tant que calculatrice. Donc, elle était payée en tant que calculatrice, mais elle faisait le travail des ingénieurs, en fait. Mais bon. Et en France, comment c'était? Donc, à la météo, quand on se plonge dans les archives de la météorologie,
on s'aperçoit qu'il y a toujours eu des noms de femmes dans les annuaires du personnel, y compris à la fin du 19e siècle. Et alors, elles étaient quoi? Elles étaient secrétaires, elles étaient cuisinières, et elles étaient aussi calculatrices. C'est-à-dire qu'elles faisaient les calculs. Calculatrices étant vraiment les personnes qui faisaient les calculs de moyenne ou d'écart type. Et puis, il y avait aussi des météorologistes après 1921. Après la Seconde Guerre mondiale, celui qui a repris la direction de entre la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, on a eu un établissement qui s'appelait l'Office national de la météorologie, et dans lequel il y avait des femmes météorologistes. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la météorologie a été pratiquement interdite en France, ou sous coupe allemande. Et donc, quand la France a été libérée de l'occupation allemande, la direction de la météorologie française, l'Office national de la météorologie s'est transformé en direction de la météorologie française. Et on a refait les statuts des personnes qui travaillaient dans l'ancien office. Et ce qui fait que certaines femmes qui étaient météorologistes principales sont devenues ingénieures de la météorologie. Et en même temps, on a établi dans ces statuts qu'on ne pouvait devenir ingénieur de la météorologie que sur concours, et ces concours étaient réservés aux personnes de sexe masculin. Donc, il y avait quand même une petite, quelque chose qui n'allait pas, mais bon. Donc, nous, notre première femme ingénieure en chef de la météorologie, c'est Madame Marguerite Graverolle. Et elle est entrée en 1921 à l'Office national de la météorologie. Et elle a travaillé, donc elle a d'abord été secrétaire du général Delcambre, qui lui rend un bel hommage dans son discours de départ. C'est comme ça qu'on en sait plus sur elle. Et après, elle s'est beaucoup occupée de budget et de ressources humaines. En fait, il faut attendre 1968 pour voir des femmes intégrer l'établissement. Alors en 68, c'est des femmes chercheuses. Elles intègrent l'établissement de recherche météorologique, parce qu'en fait, la recherche météorologique devient très pluridisciplinaire, et on a besoin de compétences qui ne sont pas forcément que des compétences en physique et en mathématiques. En particulier, on a besoin de compétences en chimie pour les programmes que veut développer l'établissement de recherche météorologique. Et sinon, pour les concours, l'ouverture au concours pour devenir ingénieure ou technicienne, eh ben, l'ouverture c'est en 70 pour les ingénieurs et 75 pour les techniciennes. Du coup, quand moi on m'avait demandé de chercher des femmes qui avaient travaillé à Météo France et qui avaient marqué l'époque, la recherche, et qui étaient décédées, c'était une condition aussi, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui travaillent en recherche et qui font des choses super. Donc j'en ai trouvé deux. Alors j'ai fait assez bêtement, hein. Je suis allée dans notre fonds documentaire, j'ai regardé qui est-ce qui a publié, qui est-ce qui a beaucoup publié. Et du coup j'en ai trouvé deux. Une qui s'appelle Arlette Vassy et une autre qui s'appelle Arlette Rigaud, deux Arlettes. Donc Arlette Vassy, 1913-2000. Donc c'est, alors on a pas mal de photos d'elle, mais on la voit jamais en fait. C'est des photos tout petit format, on a du mal à voir sa tête. Alors, elle est professeure agrégée de physique en 1935 à la Sorbonne. Elle épouse en 1936 le physicien Étienne Vassy, qui est professeur au laboratoire d'enseignement de la physique à la faculté des sciences de l'Université de Paris. Donc ça, c'était un ancien nom pour... en fait, je crois qu'en 68, il y a eu un éclatement de cette faculté en plusieurs pôles. Et en fait, en gros, c'était la Sorbonne. Donc, elle a soutenu ces deux thèses pour obtenir le grade de docteur en sciences physiques le 26 mars 1941. Et elle travaillait sur l'absorption atmosphérique du rayonnement solaire, en sachant que son mari était un spécialiste justement de ce sujet. Donc, pour ces deux thèses,
Elle a travaillé à l'Observatoire météorologique de Trappes et à la station météo du Mont Ventoux. Et elle était très liée avec le directeur de l'Office national de la météorologie de l'époque, qui s'appelait Philippe Verlet, qu'elle remercie dans sa thèse. Et son directeur de thèse est Charles Fabry, donc c'est quand même une figure importante dans les sciences sur le rayonnement. Donc il est professeur à l'école polytechnique et il est directeur de l'école supérieure d'optique dès qu'elle a été créée. Et le président du jury est Eugène Darmois. Donc elle est nommée chargée de recherche au CNRS en 1942 et on a des traces dans les archives de l'Observatoire du Pic du Midi de plusieurs séjours qu'ils font à l'Observatoire du Pic du Midi pour travailler sur la haute atmosphère. Et après tout se complique parce que toutes les sources sont contradictoires, tout est mélangé, c'est assez bizarre. On sait qu'à la Libération, elle est radiée du CNRS par la commission d'épuration. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans nos archives, c'est qu'en fait, dans toutes les administrations, il y a eu des commissions d'épuration et qu'il y avait des personnes qui ont été radiées. Et son mari aussi est radié de la Sorbonne. Et en fait, d'après une interview qu'elle aurait donnée à l'historien de l'espace qui s'appelle Philippe Varnauto, elle s'appelait, ça c'est un fait, Arlette Vassy Tournaire. Tournaire, c'était son nom de jeune fille. Et il se trouve que c'était aussi le nom de la mère de Pierre Laval. Et que donc, ça serait en raison du fait qu'elle était la cousine germaine de Pierre Laval qu'elle aurait été radiée du CNRS et que son mari aussi. Bon, ceci dit, c'est des scientifiques brillants. Ils rejoignent, alors là, c'est encore quelque chose d'assez impressionnant. Ils rejoignent une petite ville en Normandie qui s'appelle Vernon. Et c'est là que l'armée française a installé les ingénieurs allemands qu'ils ont pu récupérer et qui travaillaient sur les fusées V2. Et là, ils vont développer un centre de recherche spatiale pour travailler sur les fusées V2 et l'exploration finalement de l'atmosphère. Donc lui, il fait partie du groupe de scientifiques qui travaille pour... Alors ça a changé plusieurs fois de nom, mais on peut dire que ça s'appelle le Comité d'action scientifique de la défense nationale. En 1949, ça on a l'article, elle publie dans Physique de l'atmosphère, dans le journal de physique et du radium, et elle explique comment on va utiliser les V2 pour explorer la haute atmosphère. Et pendant ce temps, son mari, lui, travaille sur les fusées et il serait... Enfin, c'est compliqué parce que tout est contradictoire. À l'origine de la conception de la fusée sonde de Véronique, qui aurait été à une époque choisie pour la géophysique internationale pour faire des explorations sur la haute atmosphère. Bon, en fait, elle sera mise au point trop tard et les lancements auront lieu plus tard. Mais en tout cas, cette fusée sonde Véronique, elle a existé. Il y a eu de nombreux lancements. Il y en a eu 48 qui ont été lancés entre 1959 et 1969. Et là, au début, personne n'y croyait à cette exploration de l'atmosphère avec des fusées et des satellites. Et en fait, c'est l'armée qui a commencé à y croire et c'est Vassy qui a porté le sujet. On a plusieurs articles de lui disant que il faut absolument développer les satellites, que c'est l'avenir de la météorologie, qu'on va en savoir beaucoup plus sur l'atmosphère, etc. Du coup, c'est le général de Gaulle qui est au pouvoir. Il dit oui, il faut faire ça, et il va créer le CNES. Mais il dit c'est impossible. Le seul qui est compétent sur ce sujet, c'est Vassy. Mais il dit compte tenu de son passé, c'est pas possible. On peut pas le nommer président du CNES. Donc c'est son adjoint Jacques Blamont qui va devenir adjoint de Pierre Auger, qui lui n'y connaît rien aux fusées, mais qui est un spécialiste du nucléaire. Donc, les Vassy, ils se retournent à ce moment-là vers la direction de la météorologie. Et ils vont travailler effectivement à la direction de la météorologie française. Donc là, nous, on a plein de choses, en particulier des dossiers dans nos archives qu'on est en train de trier d'Arlette Vassy, dans lesquels on voit comment ils ont travaillé et
ce sur quoi ils travaillaient, même s'il y a des programmes dont ils font partie, ils mentionnent des programmes, un programme franco-soviétique. Je n'arrive même pas à savoir qu'est-ce que c'est que ce programme franco-soviétique qui existait. En tout cas, en parallèle, Arlette Vassy est réintégrée au CNRS en 1954. Elle signe beaucoup d'articles, notamment avec le scientifique, alors je ne sais pas comment on prononce son nom, mais Rassol, qui deviendra plus tard le responsable du programme Global Change de la NASA. Elle organise, c'est elle qui s'intéresse la première au fait qu'il faut absolument mesurer l'ozone au pôle sud ou au pôle nord. C'est là que ça se passe. Et sa première campagne de mesure est en Laponie suédoise. Et puis finalement, elle arrive à convaincre la direction de la météorologie française qu'il faut installer lâcher des ballons pour mesurer l'ozone en Antarctique, à Dumont-d'Urville. Et en 1957-1958, elle va lancer des campagnes de mesure, et ça va devenir quelque chose de routine pour la direction de la météorologie. En 1959, elle succède à son mari dans le rôle de représentant de la France à la Commission internationale de l'ozone. Et en fait, le fait qu'elle soit si liée comme ça avec la direction de la météorologie m'interpelle. Parce qu'en fait, la direction de la météorologie à l'époque, elle est dirigée par André Viau, puis après par Jean Westmoulin, qui sont des grands résistants. André Viau, c'est le cousin issu de germain de Pierre Brossolette. Je me dis que si les Vassy avaient fait des choses horribles pendant la guerre, est-ce que ces gens-là auraient pu être amis? Est-ce qu'ils auraient pu travailler avec eux? Je ne sais pas. C'est un mystère pour moi je veux dire, les Vassy, c'est un mystère. C'est quand on consulte, mais on voit tout et son contraire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas mûr peut-être pour l'histoire. En tout cas, c'est quelque chose à creuser que l'histoire de ce couple. En tout cas, elle est très scientifique et elle est. Si lui paraît plus politique dans ses écrits, elle, franchement, elle est centrée sur ces histoires d'ozone. Et donc, elle met en place sa première campagne de mesure d'ozone à Dumont-d'Urville. Elle développe un instrument spécifique. Alors, je vous l'ai montré. On a les photos. Alors, par contre, on l'a pas retrouvée. J'ai demandé, on a une collection instrumentale, j'ai demandé d'où sort cette photo, puisqu'en fait elle est chez nous, c'est quelqu'un qui l'a prise en photo, mais je ne suis pas sûre qu'on ait gardé cet instrument. Parce qu'on a une collection instrumentale, et en tout cas, elle a développé un instrument pour mesurer l'ozone, et c'est cet instrument qui va être lâché, qui va accompagner le lâcher de ballons sondes. Et donc, voilà. Elle fait faire aussi des mesures au Kerguelen. Elle exploite les résultats des mesures. Alors après, moi, je suis tombée sur un article de l'Humanité qui dit que le trou d'ozone, c'est pas Crutzen qui l'a trouvé, c'est elle, parce qu'ils ont retrouvé des archives. Effectivement, il y en a. Nous, on a les textes. Hein. Il y a bien un trou d'ozone en 1961, sauf que elle dit, non, c'est pas forcément un trou d'ozone. Elle dit c'est peut-être que l'appareil a été mal marché, que peut-être les personnes qui ont fait les mesures ne savaient pas bien utiliser l'appareil et l'ont mal étalonné au moment en fait, quand on envoie des mesures, on étalonne toujours les appareils, sinon on n'arrive pas à... Les mesures qu'on fait n'ont aucun sens. Du coup, elle se pose des questions, pourquoi en 1961, et puis elle se pose aussi des questions sur est-ce qu'il y a un impact du fait qu'il y a eu beaucoup d'essais nucléaires cette année-là sur l'ozone. Est-ce que finalement de balancer des trucs nucléaires dans l'atmosphère, est-ce que ça détruit la couche d'ozone ou pas? Donc elle se rend très fréquemment à Manille-et-Lannion, où est installé l'établissement de recherche météorologique, pour participer à des expériences classées confidentielles. On la retrouve quand même dans les congrès de l'ozone. Donc là, je vous ai montré les photos. Donc c'est en 1936. Donc vous la voyez, Xavier l'a encadrée en rouge. Elle est toute jeune là. Elle a 25 ans, 36, 23 ans. Donc effectivement, elle a bien mesuré un trou d'ozone en 1961, mais elle l'a pas mesuré en 62, elle l'a pas mesuré en 63. Enfin voilà. Donc voilà. Donc là, vous la voyez.
Et là, vous la voyez, donc ça c'est le congrès de 1959 qui est présenté les scientifiques du congrès international et leurs épouses. Sauf que là, c'est elle et son époux. En fait, la scientifique c'est elle et l'invité c'est son époux. Mais bon. Alors elle a toujours son petit chapeau. Et puis, une de ses dernières apparitions, alors on la voit pas, elle a plus de chapeau, c'est le congrès de 1972 en Suisse à Arosa. Et c'est justement en 1972 que Paul Crutzen a présenté ses travaux sur la décomposition de l'ozone par les oxydes d'azote. Et du risque que ça faisait courir finalement pour la vie sur Terre. Donc voilà, Arlette Vassy, plein de zones d'ombre. En fait, nous, on a plein d'archives qu'il faudrait prendre le temps d'explorer pour voir exactement ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. En tout cas, elle a beaucoup travaillé à la direction de la météorologie, mais sous un statut qui est très particulier, puisqu'en fait, elle n'est dans aucun annuaire. Elle n'est. Alors, ce que je trouve étonnant aussi, c'est qu'elle signe tous ses articles, Madame Arlette Vassy, et elle n'utilise jamais son nom de jeune fille. Et nous, dans les anciens, ils parlent du couple Vassy-Tournaire. Et je pense que ça ne lui aurait pas fait forcément plaisir. Mais bon. Voilà. Alors après, elle a quitté la direction de la météorologie en 1969. Elle a continué à représenter la France jusqu'au congrès de Dresde en 1976. Et en fait, elle a donné après, par la suite, pas mal d'interviews, mais c'était surtout des questions sur son mari. Donc je sais pas si on lui a posé des questions sur son parcours à elle en fait. En tout cas, je pense que c'est une figure étonnante. Donc maintenant, je passe à une autre Arlette. Arlette Rigaud, 1943-2000. Donc elle fait partie des 4 chercheuses qui sont recrutées à l'ERM pour leurs compétences dans des matières non enseignées à l'école de la météo. Et là, elle, c'était la chimie. Donc elle intègre un groupe de recherche sur la physique du nuage, qui est dirigé par Christian Poutikis. Et ses premiers travaux concernent le programme franco-scientifique, avec une campagne éole dans le Pacifique qui foire complètement, mais dont j'ai du mal à voir quel était le tenant et aboutissant de ce programme franco-soviétique. En fait, je pense que les relations de la France avec l'URSS dans les années 60 n'étaient pas simples. Ou je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, parmi ses premiers travaux, elle a fait quelque chose de très joli, une chambre à nuages. Ça, c'est pour Anouchka. Donc, c'est une chambre à nucléation sur laquelle Michel Beaurepaire a travaillé, qui permettait de fabriquer, de voir comment on pouvait fabriquer de la pluie à partir des nuages. Hein, c'est ça? C'est ça. Il y avait deux plaques qui étaient chaudes, qui étaient froides, et puis il y avait tout un système qui était installé, et on voyait les petites. Donc, une chambre à nuages. Si, oui, j'en ai pas mis là. Mais il y en a des photos de la chambre à nuages. Mais c'est très compliqué quand même. Un appareil, il y a vraiment plusieurs pièces. Elle s'intéresse beaucoup à savoir comment on fabrique la pluie à partir des nuages. Et donc, en fait, ils s'intéressent beaucoup aux nuages chauds et le développement des nuages convectifs. Donc, ils font beaucoup de campagnes de mesure, notamment en Guadeloupe. Et elle publie beaucoup, ce qui, à l'époque, n'était pas du tout dans la tradition de Météo France. Enfin, ça s'appelait pas Météo France, ça s'appelait Direction de météorologie. En fait, tout était secret chez nous. On ne publiait pas. On faisait des notes strictement internes. Donc, avec Xavier, on a fait le choix cette année, on a obtenu des crédits de notre direction pour numériser toutes ces notes internes et pouvoir les disposer dans HAL, si HAL accepte, parce que on se dit quand même toute cette masse de recherches qui ont été faites, qui n'ont jamais été publiées. Et bizarrement, Arlette Rigaud, mais peut-être parce que Pontikis est prof à l'université, il n'est pas d'origine météo, il est d'origine universitaire, l'oblige à publier dans des revues scientifiques, à comité de lecture. En 1974, elle intègre un groupe de météorologie prospective en charge du programme de modification du temps. On en a déjà parlé. Donc, on a travaillé à Météo France. Alors, Météo France s'appelle pas Météo France.
On a travaillé sur la modification du temps et elle est responsable d'un projet qui s'appelle INNO. Et elle travaille particulièrement sur la dissipation du brouillard. Donc Météo France va acheter 2 terrains d'expérimentation sur le site du Paraclis dans la Somme à côté de Beauvais, avec 2 étangs, et dans lequel on va mettre un étang dans lequel on va le traiter à l'hexadécanol, et puis un autre étang qu'on va laisser neutre pour voir si l'étang traité sur l'étang traité ça se dissipe plus vite que sur l'étang pas traité. À l'époque, il y avait des gros enjeux pour la dissipation du brouillard sur les aérodromes en particulier, puisque ça ralentissait le trafic. Bon, alors, on a des résultats. C'est un peu mitigé, ça dépend beaucoup du vent. Et après, ils ont dit qu'ils avaient continué l'expérimentation, mais finalement, ça débouche sur une impasse. Elle parle très bien anglais, parce qu'elle a été mariée à un Américain, et elle est choisie pour piloter la contribution de la France à un projet américain sur les pluies chaudes. Et donc elle met en place une campagne de mesures à la demande de ce projet sur Hawaï. Et après, pour étudier le développement et le déplacement des nuages sur une île. Voilà. Et donc, elle pilote tout ça, ce qui lui vaut pas mal de reconnaissance de la part des Américains. En 93, l'observatoire de Manille, où elle travaille, ferme définitivement. Alors, ça avait déjà fermé en 1982. Il y avait eu beaucoup d'équipes qui avaient été transférées à Toulouse. Et il restait que quelques personnes à Manille. Et du coup, elle décide de rejoindre la direction de la météorologie à l'international. Et elle va travailler sur un ambitieux projet porté par la France qui s'appelle Aladdin. Et alors, Aladdin, c'est un projet qui vise. Alors, c'est l'époque où les pays de l'Est s'ouvrent sur l'Europe. Et donc, Aladdin a pour ambition de fournir à tous ces pays des modèles de prévision numérique spécifiques sur leur territoire. Et l'idée de génie du scientifique qui porte cette idée, qui s'appelle Jean-François Gélin, c'est qu'en fait, il ne faut pas que ça soit quelque chose d'imposé comme le propose l'Allemagne ou l'Autriche. Il faut que ça soit quelque chose qui soit développé par les chercheurs de ces pays-là. Et du coup, il porte ce projet en disant, voilà, on va faire des échanges les chercheurs de Hongrie, de Bulgarie, de tout ça vont venir en France. Nous, on va aller chez eux pour voir comment adapter les modèles de prévision numérique, etc., pour faire des modèles qui soient spécifiquement pour eux. Et elle est chargée, finalement, de l'aspect politique et financier, alors que le programme scientifique et technique est porté par Jean-François Gélin, qui est... Voilà. Et du coup, elle décède en 1990 d'un cancer. Et dans l'hommage qui lui est rendu, donc c'est Jean-François Gélin qui écrit, donc il écrit en anglais, parce qu'en fait c'était destiné aux participants d'Aladdin. Dès le début, en 1990, elle a été au cœur de 3 efforts cruciaux qui ont rendu possible notre entreprise commune: la recherche de sources de financement françaises, le lien avec les structures officielles de collaboration internationale en météorologie et les aspects bilatéraux, direction à direction, pour le soutien officiel au projet pour chaque service météorologique national partenaire de Météo France. Année après année, elle a consacré toutes ses compétences, son énergie à ces tâches, tout en gardant toujours sa bonne humeur légendaire comme marque de fabrique des échanges qu'elle menait avec les patrons des services météorologiques, les responsables des ambassades de France et tous les participants à Aladdin. Et voilà, donc il termine, le projet Aladdin a perdu l'une de ses principales personnalités de soutien. Et Aladdin, ça existe toujours, hein. C'est un consortium qui est devenu en 2020 le consortium Accor. Donc si vous allez voir, ça regroupe 26 pays du centre de l'Europe et de l'arc méditerranéen. Et l'idée de génie, en fait, c'est qu'on a regroupé des chercheurs pour travailler sur de la modèle de prévision numérique qui soit vraiment adapté à leur pays. Et pas seulement un modèle qui soit projeté d'un pays à l'autre.
Et du coup, moi, je trouve que finalement, même si elle n'a pas fait des trouvailles extraordinaires en tant que chercheuse, son travail a été le fait qu'elle ait réussi à mettre en place tous les accords politiques et financiers pour Aladdin, c'est quand même une belle réussite. Et donc, il y a 2 ans, on a eu un numéro spécial de la météorologie qui a été consacré au travail de Jean-François Gélin. Et en fait, il n'y a pas eu un mot pour elle. Et ça, je trouve ça quand même dommage parce que sans finance, sans politique, on n'arrive à rien. Et c'est elle qui a porté tout ça et on ne lui a jamais rendu hommage. Et alors, nous, on a eu le pot de départ jeudi dernier du directeur des achats de Météo France. Et il dit que la personnalité qui l'a le plus marqué, c'était elle. Parce qu'il dit, elle était incroyable. Il disait, pour moi, les météos, c'était les professeurs tournesol. Mais elle vous donnait vraiment envie d'y croire. Elle vous donnait vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et son assistante qui était à côté d'elle a dit, qu'est-ce que j'ai pleuré quand on nous a annoncé sa mort. Donc voilà, c'était pour terminer sur Arlette Rigaud. Et finalement, à Météo France, on a décidé de donner son nom à la salle du conseil d'administration. Mais ceci dit, maintenant à Météo France, il y a énormément de chercheuses femmes. Et j'espère que ça va continuer.